Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Au programme de cette semaine, on va commencer avec une météo de l'info faite par vous, Jean-Yves. Une météo de l'info, comme vous diriez, qui est dissociée entre antisémitisme, en ce moment, le grand sujet qui occupe nos médias, et immigration. L'image de la semaine, pour une fois, on a décidé qu'elle serait sympathique et c'est une petite surprise. Vous la découvrirez juste après la météo de l'info. Et le dossier du jour, bien sûr, reviendra sur la fameuse loi immigration qui agite les débats politiques et qui est un projet encore discuté au Sénat. On enchaînera bien sûr avec les pastilles de l'information et le portrait piquant de la semaine qui est consacré à Guillaume Meurice. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, laissez-nous un commentaire et juste après ça, on peut y aller. La météo de l'info est dissociée. D'un côté, on ne parle que d'antisémitisme et on s'interroge gravement pour savoir qui a le droit ou non de participer à la manifestation de dimanche 12 novembre contre l'antisémitisme. Une manifestation organisée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, on disserte sur une loi sur l'immigration. Mais une loi qui ne limitera en rien le vivier de l'antisémitisme. Un vivier qui se trouve précisément dans les banlieues de l'immigration. Et un vivier qui continuera d'être alimenté par 500 000 personnes supplémentaires chaque année. Mais c'est évidemment plus confortable de défiler contre l'antisémitisme que contre l'immigration sauvage qui en est la cause. L'image de la semaine, je vous le promettais il y a quelques instants, c'est une image sympathique. On écoute ça tout de suite ensemble. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, pour les enfants de mon âge, on partage mon bonheur. C'est vraiment un choc culturel, un choc historique. Exactement. D'ailleurs, on voit un usager qui est un peu sous le choc dans ce métro. On le comprend. Oui. Il est surpris. Alors, ces petits chanteurs, on les a sélectionnés d'abord parce que moi, je m'en voulais un petit peu la semaine dernière de vous avoir passé cette vidéo. Vous vous souvenez, alors c'était d'un tout autre genre, une bande de jeunes, vous savez comme on dit, avec les capuches, etc., qui chantaient donc « Nique les Juifs et nique ta grand-mère », je cite. Donc là, ce sont les petits chanteurs à la Croix de Bois qui étaient sur Paris. Là, ils étaient dans le métro de façon assez informelle. Lorsqu'ils ont été filmés, c'était sur la ligne 7, même si vous voulez tout savoir, en train de chanter donc la célèbre chanson de Charles Trenet. C'est vraiment une opération de reconquête territoriale. Bravo à eux. Merci pour nos oreilles également. Place maintenant au dossier du jour. L'examen du projet de loi immigration a débuté au Sénat. Il a quand même 7 mois de retard sur le calendrier prévu par Emmanuel Macron. Il faudrait le signaler. Je vous propose d'écouter Darmanin en parler sur le plateau de France 2. C'est ce que veut ce texte. Être plus dur contre les étrangers délinquants, tous les expulser, et puis en même temps comprendre en effet qu'il y a des personnes que l'on demande à régulariser. On est complètement dans le en même temps macronien, là, Jean-Yves. Alors, on est dans le même temps macronien. C'est une petite cuillère de fermeté et une grande louche de laxisme.
Alors en ce moment, Jean-Yves, d'ailleurs, sont discutés. C'est un peu la ligne rouge pour la droite parlementaire. L'article 3 qui envisage la régularisation des clandestins qui travaillent dans des secteurs dits en tension. On a BFM TV qui dit qu'un accord a été trouvé entre républicains et centristes, que France Info nous dit qu'il y a l'instauration de quotas et qui durcit le regroupement familial. Le Huffington Post, le gouvernement cherche la bonne astuce pour sauver l'article 3. Et Le Figaro qui titre « La majorité sénatoriale veut supprimer l'article 3 et trouve un accord sur la régularisation des sans-papiers ». Jean-Yves, Là, c'est le Sénat, en l'occurrence la majorité sénatoriale, avec les LR et les centristes, qui annonce une mesure de fermeté, la suppression de l'article 3 qui prévoit la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, et en même temps, et là cette fois c'est LR qui fait du en même temps, des dispositifs qui vont aboutir à peu près à la même chose. Notamment avec ce qu'on pourrait appeler une réinterprétation, un élargissement de la circulaire Valls de 2012 qui prévoyait déjà une certaine forme de régularisation des clandestins et qu'on envisage d'élargir encore. Jean-Yves, je vous propose d'écouter un célèbre matinalier d'Europe 1 qui a commenté cette affaire sur CNews. Le projet de loi immigration actuellement ne dit rien. En fait, c'est un texte à trous. Qui demanderait en fait beaucoup plus de choses, des offensives diplomatiques, des choses sur les mineurs étrangers isolés. Là, pareil, il n'y a pratiquement rien dans le texte. Et en fait, l'article 3, qui est présenté comme l'anomalie du texte, en réalité, c'est le cœur du projet gouvernemental. Donc Dimitri Pavlenko, qui est le matinalier d'Europe 1, qui tient des propos assez intéressants là. Tout à fait. Alors il y a dans la loi des petits akouskis de fermeté, mais le plat principal, c'est la régularisation des clandestins. À chaque fois qu'il y a eu des régularisations de clandestins, en 1981, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, en 1998, avec Jospin et Chevènement, eh bien, à chaque fois, il y a une vague d'immigration supplémentaire, puisque les clandestins régularisés sont remplacés par d'autres clandestins, et les clandestins régularisés font arriver leur petite famille. Voilà. Naturellement. Et comme aujourd'hui, les clandestins qui seraient régularisés seraient en large majorité des Africains, vous imaginez quand la petite famille arrivera ou quand la femme arrivera, les effets démographiques seront évidemment considérables. Oui, c'est ce qu'on appelle le boom démographique, en effet. Ouais. Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko reçoit aussi régulièrement Alexis Brézet, qui est le directeur des rédactions du Figaro, et qui a fait un petit édito. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Combien d'étrangers pourraient invoquer le bénéfice de ce nouveau droit opposable? Alors, c'est difficile à dire, puisqu'il s'agit de clandestins dont, par définition, on ne connaît pas le nombre. Mais enfin, il est clair que par rapport à la circulaire Valls, on change d'échelle. Ce n'est pas par milliers qu'il faudrait les compter, mais par dizaines de milliers. Il faut bien reconnaître que il y a deux bonnes matinales aujourd'hui dans les radios. Il y a la matinale d'Europe 1 et il y a Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Mais Europe 1 est évidemment un média davantage mainstream que Radio Courtoisie, mais ce sont les deux bonnes matinales de la radio. Ce qui est intéressant, Jean-Yves, et qui a été assez peu commenté par les médias, c'est les déclarations de Patrick Martin, qui est le président du MEDEF, qui s'est exprimé à propos du projet de création d'une carte de séjour travail, donc ce serait une carte de séjour travail dans les fameux métiers en tension qui sont donc dans cet article 3 dont on parle toujours. Il a déclaré la chose suivante. Le MEDEF n'a pas sollicité le gouvernement en lui demandant d'assouplir les critères de régularisation des immigrés travaillant en France. Personnellement, je considère qu'il y a encore beaucoup de chômeurs dans toutes les régions de France et que notre première responsabilité, c'est de les ramener vers l'emploi. Et là, c'est un propos qu'on entend assez peu dans la presse et qui d'ailleurs n'a pas été tellement repris, si ce n'est par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est un très bon propos. Il faut aussi savoir que pour ramener des gens vers l'emploi, et vers des emplois peut-être difficiles, il faut qu'ils soient payés suffisamment.
ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'il y a à la fois l'assistance sociale pour ceux qui ne travaillent pas, et des bas salaires pour ceux qui font des travaux difficiles, dans la mesure où il y a une masse de clandestins qui est là pour occuper ces travaux et qui fait baisser. La vérité, c'est que l'immigration, le travail clandestin, fait baisser le prix des salaires, et que les salaires étant bas, on ne trouve pas des gens pour faire le boulot. Voilà. Donc, bravo quand même à ce patron du MEDEF qui fait un pas dans la bonne direction, on va dire. Et qui, en tout cas, ne dit pas, nous voulons plus de régulation. Contrairement à ce que fait croire le gouvernement. Donc là, il repasse la balle au gouvernement. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant dans le gouvernement, c'est la façon dont les députés macronistes vont défendre ce projet de loi qui est actuellement au Sénat, mais ça n'empêche pas les députés de s'exprimer là-dessus. On a Maud Bréjon, par exemple, qui a déclaré la chose suivante: les travailleurs sans papier font votre ménage ou la plonge dans des restaurants où l'extrême droite va manger. Il n'y a pas d'appel d'air, ces gens sont assimilés. C'est amusant, cette vision même du clandestin de la part de Maud Bréjon. Profondément choquant. D'abord, c'est une vision de bourgeoisie aisée, et on ne peut pas résumer la France à la bourgeoisie aisée. C'est un pléonasme, Jean-Yves. Très aisée, d'ailleurs. Ça, c'est quand même assez choquant. C'est une vision esclavagiste. Bien sûr. Esclavagiste. Sauf que c'est le capitalisme qui tient lieu de traite, mais c'est une vision esclavagiste. Et puis, c'est une vision fausse aussi. Parce que c'est pas parce que ces gens-là font la plonge dans les restaurants, comme elle dit, qu'ils sont assimilés. Ça n'a rien à voir. Ils sont extraordinaires, ils sont tous comme ça. C'est de l'ordre du réflexe pavlovien un petit peu. Oui. On leur dit immigration, ils disent « Ah, ma nounou, ma femme de ménage, comment je vais faire ?» Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs. Je vous propose, Jean-Yves, on parle d'immigration depuis tout à l'heure, je vous propose d'écouter un immigré. Il s'agit d'Aboubacar Dembélé, c'est le porte-parole des sans-papiers de Vitry. Et devant le Sénat, il s'est exprimé pour l'humanité. On l'écoute tout de suite, c'est très intéressant, vous allez voir. Alors, l'article 3 qui est régularisation métier en tension, nous, on n'en veut pas. On rejette la loi avec ou sans. En même temps, nous, on tient à dire l'article 3, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que c'est un titre de séjour dont la durée et la validité va dépendre du patronat et du gouvernement. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur lui-même, il a dit que ça ne va pas ouvrir des droits. Donc ça ne donne aucun droit supplémentaire en fait. Juste vous êtes lié à un boulot. Vous êtes là comme esclave en fait. Vous avez d'autres compétences. Vous dites maintenant moi j'ai fait marteau-piqueur mais je sais faire autre chose, je vais faire. Donc vous laissez marteau-piqueur, vous perdez votre titre de séjour, vous êtes comme un esclave moderne. Vous faites ce que les autres ne veulent pas. Ça appelle plusieurs remarques. D'abord, il emploie l'expression esclave moderne, c'est pas tout à fait faux. Voilà. C'est pas inintéressant. Alors, ce qui est quand même choquant, c'est que voilà un personnage qui séjourne en France irrégulièrement, qui est entré en France irrégulièrement, qui ne respecte pas les lois françaises, parce que il est de connivence avec son patron quand même, pour ne pas respecter les lois françaises, et qui vient faire pression au Sénat sur le Parlement français en organisant une manifestation devant le Sénat pour dire ceux qui voudraient voter. Et en gros, au fond, il conforte la thèse du gouvernement, puisqu'il dit mais la loi qu'on veut faire, elle n'est pas assez bonne pour nous, quoi. C'est ça qu'il veut dire. Ça rapporte pas et donc assez de ça droits. veut dire que finalement Darmanin serait quand même sérieux. Donc c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Et il passe à la télévision et même sur TV Liberté, c'est dire. C'est vrai, oui. Repris de l'humanité, je vous le précise quand même. On cite tous les médias, c'est un peu le principe de l'émission. Alors d'ailleurs, Jean-Yves, c'est pas spécialement Aboubacar Dembélé qui organise tout seul la manifestation, ce sont les associations qui, elles, dénoncent une vision utilitariste des étrangers. Ça, c'est un article du Point qui d'ailleurs, c'est amusant, illustre son article avec une manifestation qui date de 2021, donc assez ancienne. C'était contre l'expulsion d'étrangers sans papier. C'est rigolo aussi, là, cette fois-ci, de ne pas vouloir représenter la réalité actuelle de la part du Point. Voilà. Alors, c'est aussi la vision économique
de l'immigration, sans voir les conséquences à long terme, en termes d'identité, en termes de budget, en termes d'éducation, et sans même voir les conséquences à court terme, parce que, encore une fois, et ça c'est très important, qu'est-ce qui maintient les salaires à la baisse dans tous les métiers manuels? C'est l'immigration. Quand on est pour l'immigration, on défend la baisse des salaires. C'est pas la peine de parler de pouvoir d'achat. Tous les gens qui parlent de pouvoir d'achat sans jamais parler d'immigration, ils se moquent du monde. On a Mediapart aussi qui avait produit un article qui date d'hier d'ailleurs, qui nous parle donc de ce projet de loi sur l'immigration examiné au Sénat et qui titre AME, regroupement familial quota, le Sénat s'acharne contre l'immigration. Alors Les ça, mots sont c'est posés, un petit Jean-Yves. peu la critique de gauche qu'on entend finalement assez peu sur cette loi, contrairement à ce qui s'est passé dans des lois antérieures. J'y reviendrai en conclusion. Benoît Hamon s'est exprimé également dans Télématin. Il a déclaré ceci: l'angoisse vis-à-vis de l'immigration est largement entretenue par certains responsables politiques et par les médias du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, a-t-il dénoncé dans Les 4 vérités sur Télématin. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui rappeler, Jean-Yves, quelques chiffres à ce Benoît Hamon? Bon, effectivement, l'inquiétude sur l'immigration, c'est l'inquiétude liée notamment à l'insécurité que crée l'immigration. Les 2/3 des agressions dans les transports en commun, c'est le fait d'étrangers. 42% des viols en Italie, parce qu'on a des statistiques, on ne les a pas en France, sont commis par des étrangers. On trouve là où il y a des statistiques ethniques, comme en Italie ou en Allemagne, ou des statistiques par nationalité, plus exactement, on connaît les chiffres qui montrent une surcriminalité immigrée, issue de l'immigration, et qui évidemment explique la préoccupation par rapport à l'immigration de la majorité des gens. Et là-dessus, les partis politiques en parlent parce que ça préoccupe les gens, et les médias en parlent, enfin les médias un peu plus libres que les autres, comme les médias de Bolloré en parlent, parce que ça préoccupe les gens. Monsieur Hamon inverse complètement l'ordre des facteurs. Remarquez, Jean-Yves, maintenant on parle d'angoisse, avant on parlait de sentiment d'insécurité. Oui. Quelque part, peut-être on progresse un petit peu. Je vous propose de conclure ce dossier sur le projet de loi de l'immigration avec des déclarations de Marion Maréchal. Elle revient sur les propos de son grand-père. Si on avait davantage écouté Jean-Marie Le Pen sur l'immigration et l'islamisation il y a de ça 40 ans, il y aurait certainement moins d'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays. Au fond, si on ironise, on va dire Marion dit papy l'avait bien dit, mais c'est vrai, si on avait écouté il y a 30 ans, il y a 40 ans, Jean-Marie Le Pen, qui a été un lanceur d'alerte en matière d'immigration, il y aurait moins d'immigration et il y aurait moins d'antisémitisme en France, puisque l'antisémitisme, on le sait, il est dans les quartiers d'immigration. Et par conséquent, ceux qui ont diabolisé Jean-Marie Le Pen il y a 30 ou 40 ans, ce sont eux qui, indirectement, ont produit l'antisémitisme d'aujourd'hui. Ça s'appelle, c'est une loi classique en politique, c'est l'hétérotélie. Ce qui est bien, chers téléspectateurs, dans cette revue de presse qui est immédiat, c'est que non seulement vous apprenez des nouveaux mots, mais en plus des nouveaux concepts en politique. Jean-Yves, peut-être un mot pour conclure sur ce dossier immigration. Alors, c'est la 30e loi en 30 ans sur l'immigration. 30e, on n'imagine pas. Donc, 30 lois qui n'ont rien changé. Celle-là ne changera rien sans doute non plus. Mais il y a une différence majeure entre les 29 lois précédentes et celle-là. C'est que dans les 29 lois précédentes, le débat était dominé par la gauche qui disait « mais c'est très mal, ça va limiter l'immigration, c'est une loi répressive, etc. » Ce qui n'était pas vrai. Mais c'était le message dominant, c'était celui de la gauche ou de l'extrême gauche. Aujourd'hui, le message dominant par rapport à la loi, c'est l'inverse. Cette loi, elle va laisser faire l'immigration, elle va continuer à laisser entrer une immigration massive, et c'est là qu'est le problème. Et donc le débat a changé de nature. La loi, je ne sais pas ce qu'il va advenir de cette loi, mais le débat a changé de nature. Aujourd'hui, ce qui domine le terrain, c'est la critique de l'immigration,
à juste titre, parce qu'on en voit les effets désastreux. On a vu les émeutes, on voit la vague d'antisémitisme dans les banlieues, on voit la vague d'agression dans la vie quotidienne, et donc on voit les conséquences catastrophiques dans le domaine scolaire. Et donc le débat sur l'immigration, au fond, il a changé de nature. Immigration et antisémitisme qui sont d'ailleurs souvent peu connectés ensemble, et l'antisémitisme qui prend aujourd'hui une grande part de l'actualité. Sauf sur CNews, notamment avec Goldnadel, qui connecte les deux événements. Ça, c'est une certitude. Et tout cela fait beaucoup de bruit médiatique, peut-être un peu d'ailleurs au détriment des discussions sur cette loi qui est en projet actuellement au Sénat et qui sera votée aux alentours du 14-15 novembre. Place maintenant, chers téléspectateurs, aux pastilles de l'information. Et on commence ces pastilles de l'information avec des nouvelles d'Anne Hidalgo. Alors, ne vous écriez pas tout de suite que c'est une actualité qui serait parisiano-centrée. Non, 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 pas du tout. Vous n'y êtes pas. Anne Hidalgo est partie en Polynésie. C'était un voyage à Tahiti, très exactement. Elle s'est rendue donc en Nouvelle-Calédonie, puis en Polynésie française du 16 au 22 octobre dernier. C'était un déplacement officiel. Elle était accompagnée de 2 de ses adjoints. Alors l'adjoint au sport et aux Outre-mer. Vous allez voir, cela aura du sens pour justifier ce déplacement, enfin, selon Anne Hidalgo en tout cas. Il faut dire quand même que pas une seule photo officielle de ce voyage n'a été publiée sur les réseaux sociaux. Au contraire même, le 19 octobre dernier, son compte Instagram publie une vidéo d'Anne Hidalgo qui pédale gentiment dans les voies cyclables qu'elle a réalisées à Paris quand les rayons de soleil sont de retour à Paris. C'est à vélo qu'on les savoure, a-t-elle publié. La droite parisienne, dès le 30 octobre, elle a posé une question à la mairie de Paris quand même pour connaître les détails d'une telle entreprise. Il faut ajouter tout de même qu'à la suite de ce voyage, Anne Hidalgo s'est offert 2 semaines de vacances. Voilà, vous comprenez, elle était déjà sur place. La municipalité a justifié le déplacement de la façon suivante. C'était pour placer l'année 2024 sous le symbole des Outre-mer, d'où la présence de cet adjoint aux Outre-mer, naturellement. Normal. Pour l'urgence climatique également. Et puis ça avait du sens pour le déplacement qu'elle faisait pour les Jeux Olympiques, parce qu'ils étaient censés, pendant ce voyage, se rendre sur les lieux où l'épreuve de surf olympique aura lieu, c'est-à-dire le site de Te Putu à Tahiti. Sauf que elle ne s'y est pas rendue et que ces fameuses 2 semaines de vacances discrètes n'ont pas été mentionnées dans ces justifications. Alors, la revue de presse est absolument unanime. Le voyage polémique à Tahiti, Anne Hidalgo s'explique pour Le Figaro. Le Parisien Hidalgo à Tahiti, vol, logement. Le voyage a coûté près de 60 000 € selon la mairie de Paris. Marianne, amateurisme politique inexplicable, comment Anne Hidalgo s'est embourbée dans ses vacances à Tahiti. Et puis l'équipe, Anne Hidalgo à Tahiti, l'histoire d'une double polémique, et France Info également. La maire de Paris se justifie mais ne convainc pas la droite. Qu'est-ce qu'on pense de ce voyage dans l'immédiat, Jean-Yves ? Je pense que quand elle est à Tahiti, elle est moins nuisible que quand elle est à Paris. Donc au fond, ce serait bien qu'elle y reste. Ça coûte cher quand même, un déplacement comme ça en avion, et puis c'est pas très écologique aussi. Ah non, mais c'est peu de choses par rapport à l'immense gaspillage qui se passe à Paris. C'est l'immense gaspillage qui se passe à Paris, avec des travaux qui non seulement sont inutiles, mais nuisibles. Et des travaux pour les Jeux Olympiques qui ne sont pas finis d'ailleurs. Il faut signaler aussi à nos téléspectateurs que sa fille vit sur une île polynésienne non loin. Peut-être, de quoi donner quelques indications supplémentaires sur les motivations d'Anne Hidalgo pour ce voyage municipal parisien. Ça veut dire qu'elle a le sens de la famille. Oui. Voilà, vous devriez être moins sévère, Floriane. On enchaîne, Jean-Yves, avec cette pastille qui est consacrée à Guillaume Meurice. Guillaume Meurice qui aura ensuite son portrait piquant. Guillaume Meurice qui avait tenu des propos assez surprenants sur France Inter. Je vous propose, chers téléspectateurs, si vous ne les aviez pas déjà entendus, de les réentendre pour se remettre dans le contexte. C'est très important. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Alors... Guillaume Meurice y voit des nazis partout.
nazis partout, ça fait partie de son humour. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et donc, il voit aussi des nazis en Israël, ouais, forcément. Alors, il a fait un jeu de mots quand même d'un goût Douteux. Voilà, et qui a soulevé un certain tollé. Plus d'ailleurs que quand il y a quelques années, il avait expliqué que tous les policiers étaient des bâtards. Ça avait moins choqué. Quoi, voilà. Vous êtes en train de divulgacher presque la chronique de Claude Cholet. Voilà, on va la voir Mais après. c'est l'humour France Inter, c'est l'humour France Meurice. Inter, voilà, l'humour Meurice. Accompagné de Charline Vanhoenacker. Vous savez qu'on l'a reçu, il est venu un jour au Bobard d'Or. Guillaume Meurice. Mais oui, Guillaume Meurice est venu au Bobard d'Or, où il a fait son système habituel, c'est-à-dire il n'est pas rentré dans la salle, on va pas se mettre à travailler. Il a fait un peu de interviews. micro-trottoir, et puis alors il a squatté le bar pendant 2 heures, voilà. Ah oui, quand Et même. après, il a fait une chronique le lendemain matin. D'accord. Ah bon. oui. Bon, il tient bien alors. C'est Il tient déjà pas mal, oui. C'est déjà une bonne nouvelle pour lui. Oui. Alors, il avait été comparé à Desproges pour cette comparaison avec Benyamin Netanyahou. L'Express n'est pas d'accord du tout. Ils ont produit un édito pour dire « laissez Desproges tranquilles ». C'était assez rigolo à souligner. Le Monde aussi, qui nous signale que Guillaume Meurice a reçu un avertissement de la part de France Inter. On vous parlait du mot d'excuse de Sybille Veil sur X, anciennement Twitter, qu'elle avait publié. Guillaume Meurice conteste la sanction. Il n'est pas d'accord du tout. Il dit qu'il n'a pas commis de faute, que c'est son métier et qu'il considère que c'est une injustice, qu'il fait donc appel à la justice. Mais ça, je dois dire, la gauche, de ce point de vue-là, elle donne des leçons. Elle devrait donner des leçons à la droite. On ne s'excuse jamais, on ne reconnaît jamais ses fautes, on se défend. Je le condamne. Et en même temps, je pense qu'il a raison de se défendre comme ça, là. C'est peut-être une ligne de conduite à C'est une ligne surveiller. de conduite qui devrait être davantage s'inspirer. adoptée sur l'autre partie de l'échiquier politique, où on a trop tendance à s'excuser un peu facilement et à s'auto-culpabiliser. La gauche, l'extrême gauche, ils tiennent la position. Ça assume tout. Voilà, ça assume. C'est pratique. Il assume tout, Guillaume Meurice, mais il a quand même été menacé de mort, a priori. C'est un article du Parisien qui nous annonce donc qu'il n'y aura pas de public pour Guillaume Meurice. Vous savez, alors, on en parlait également la semaine dernière, pardonnez pour ceux qui ont déjà vu, mais il officie désormais le dimanche sur France Inter, en direct, normalement. C'est à la Maison de la Radio. C'est présenté par Charline Vanhoenacker et ensuite Guillaume Meurice glisse 2-3 blagues, dont celle-ci qui n'était pas très drôle. Oui. Et donc là, exceptionnellement, pas de public pour France Inter. Oui. C'est alors triste. là, ils vont être obligés d'incruster des rires. Des faux rires. Mais je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui. C'est la base de l'humoriste aujourd'hui, c'est l'incrustation de faux rires. Voilà. Et si on faisait un petit point sur les audiences, Jean-Yves, on en fait régulièrement, désormais sur Immédiat. Jean-Jacques Bourdin a vivement critiqué l'évolution de BFM TV. Il était interrogé dans l'émission C'est médiatique sur France 5. Et notamment, il avait pour cible l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFM, sur le créneau du 20h, avec des propos qui sont assez durs. Et Altis Média envisage de porter plainte contre Jean-Jacques Bourdin, qui, il faut le rappeler, si vous l'avez oublié, est l'ancien présentateur vedette de BFM. Ça, c'est intéressant. On se retourne contre les anciens camarades. Oui, alors il a été... Vous vous souvenez qu'il a été liquidé sur BFM à la suite d'une accusation de harcèlement, je crois. D'harcèlement sexuel. D'harcèlement sexuel. Donc il a été lâché, il a été balancé. Et donc, il a sans doute une certaine rancœur vis-à-vis de ses anciens patrons, et peut-être une certaine rancœur vis-à-vis de Ruquier, qui fait un peu le métier qu'il faisait, c'est-à-dire l'intervieweur harceleur. Parce que c'est vrai que, indépendamment des pratiques qui lui ont été reprochées, Bourdin a un mode d'interrogatoire de harceleur, comme Ruquier, mais Ruquier apparemment a moins de succès, donc Bourdin tape. Et ce qui est intéressant en termes d'audience, effectivement, si on prend les 3 chaînes en continu, il y a actuellement un tassement de BFM TV, alors que l'actualité, évidemment,
Et quand il y a une grosse actualité, eh bien, c'est favorable aux chaînes en continu. Il y a un tassement de BFM TV, alors que LCI et CNews progressent de leur côté. Et France Info aussi, un petit peu. Et ouais. France Info. BFM TV qui a baissé de 0,1 point par rapport à il y a un an, à la même période. On a CNews qui enregistre des records historiques d'audience et LCI et France Info, effectivement, qui progressent un petit peu. Pour vous faire un petit point rapide, il faut savoir que le 20h de TF1, c'est environ 5 millions de téléspectateurs. Le 20h de France 2, c'est quasiment autant, 4,9 millions. Quotidien, l'émission Quotidien, elle réalise 10% des parts d'audience, donc 2,25 millions de téléspectateurs. Touche pas à mon poste qui remonte légèrement. Ce sont les audiences du mardi 7 novembre qui est à 1,33 million de téléspectateurs. Et puis on vous en parlait dans le immédiat hors série, mais c'est toujours intéressant de regarder les audiences des feuilletons aussi. Ainsi Grand Soleil sur France 2, 3 millions de téléspectateurs. Scène de ménage, 3 millions également. C'est-à-dire, en quelque sorte, les audiences cumulées de Quotidien et de Touche pas à mon poste. Donc, c'est amusant de mettre les chiffres ensemble et de les remettre dans un contexte. Un dernier article sur BFM TV, c'est un article de Blast. Blast, c'est un média qui s'est voulu contre les médias traditionnels, donc un média alternatif, dirons-nous, qui a été fondé par le journaliste Denis Robert, qui était un ancien de Libération, etc. Donc on est dans la gauche. Donc Blast qui publie un article à BFM, la rédaction sonne l'alarme contre une couverture pro-israélienne. Le développement est le suivant. La Société des journalistes a alerté la direction sur un traitement qui fait la part belle à Israël et son armée, laissant peu de place en contrepoids à Gaza. Grosse ambiance en effet sur BFM TV dans l'équipe sélectionnée par Patrick Drahi. Sur le conflit entre Israël et le Hamas, malgré le départ de la guerre par l'action terroriste du Hamas, il y a une certaine contestation par rapport à un traitement jugé par certains trop orienté du côté d'Israël. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'on a une vision, je dirais, davantage pluraliste de la guerre, enfin pluraliste, les deux points de vue, les différents points de vue, sur le conflit Israël-Hamas qu'on a eu sur le conflit russo-otano-ukrainien, mais il y a plus de contestations malgré tout sur le traitement de ce conflit. C'est intéressant à constater. Julian Assange a reçu de la visite de la part de Cédric Villani. Je vous propose d'écouter le mathématicien à la sortie de cette audience qu'il a eue. J'imaginais pas qu'un jour je me retrouverais à rendre visite à un prisonnier politique dans ce contexte de démocratie occidentale dont nous sommes tellement fiers. J'avais cette vision d'un monde dans lequel certains se dressent contre la tendance du système de toujours espionner davantage et de garder les secrets au bénéfice des puissants. Julian s'est engagé pour préserver ce que nous avons de cher, nos libertés de parole, notre vie privée, et il en paye le prix fort. Si Julian est extradé, s'il est condamné, ce sera un signe terrible sur lequel les États-Unis peuvent condamner n'importe où dans le monde un journaliste pour simplement dire la vérité. Nous devons tous nous engager pour son soutien comme lui s'est engagé au bénéfice de nous tous et toutes. Free Julian Assange now. Cédric Villani, c'est un personnage assez extraordinaire malgré tout, parce que il a été médaille Fields de mathématiques, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel dans les autres matières, sauf que la médaille Fields, on ne peut l'avoir qu'avant 40 ans. Donc, une médaille Fields en mathématiques, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et malgré cela, parce que les mathématiques, ça éloigne quand même un peu du réel, il a été élu homme politique et il a une action civique. Et c'est quand même assez intéressant qu'il ait pu rendre visite à Julian Assange. C'est un beau soutien à cet homme qui devrait avoir le statut de réfugié politique et qui ne l'a pas. Voilà. Donc à chaque fois qu'on vous parle de réfugié politique, répondez Assange, Assange, Assange.
Vous nous parliez, Jean-Yves, du changement de ton médiatique un petit peu qui a lieu en ce moment sur l'Ukraine. On a un retournement particulièrement acrobatique, là en ce moment, du général Michel Yakovlev, qui était interrogé dans le club Le Figaro International, qui a déclaré la chose suivante: « Les tentatives ukrainiennes de percer ont échoué. Je regrette qu'il se soit entêté. » Le général Michel Yakovlev, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est celui qui a désinformé au service d'une propagande hallucinante, qui a défendu les contre-offensives en disant qu'elles étaient efficaces, qu'elles étaient même à deux doigts de renverser le régime russe. On a Régis Le Sommier qui voudrait quand même lui poser une question sur X via Twitter. Mon général, à titre personnel, regrettez-vous de vous être si souvent trompé dans ce conflit, d'avoir prédit un effondrement des Russes à de multiples reprises, ou de vous être livré tant de fois à l'antenne de LCI, évidemment il officiait sur LCI, à des prédictions qui ne se sont jamais réalisées? C'est une question dommage que le journaliste du Figaro Club International ne lui pose pas, mais elle mérite d'être soulevée. Oui, alors, Yakovlev, c'est un général de plateau. Il s'est trompé. Et il a trompé, comme les médecins de plateau se sont trompés et ont trompé sur le Covid. Et c'est précisément pour ça qu'il était invité. C'est intéressant quand on regarde sa carrière. Les militaires, ils ont toujours deux carrières. Ils ont une carrière opérationnelle et une carrière de bureau. Alors sa carrière opérationnelle, il l'a faite dans des guerres de l'OTAN. La guerre du Golfe, en 91, puis la Bosnie et le Kosovo. C'est-à-dire des interventions otanienne pour l'implantation d'États ou de petits États musulmans en Europe. Voilà, ça c'est son début de carrière sur le terrain. Et puis après, il a fait du bureau, et le bureau, il l'a fait où? Il l'a fait dans les états-majors de l'OTAN. Il a d'ailleurs fini chef d'état-major adjoint de l'OTAN, je crois. Donc il a fait une carrière OTAN, donc avec des patrons américains, et il a été invité à ce titre comme général de plateau. C'est une forme... il était plus d'active, mais pratiquement toujours d'active. Enfin, d'active sur le plan de l'influence médiatique. Que choisit l'Union européenne comme timing, comme moment? Eh bien, l'Union européenne donne son feu vert à l'Ukraine pour des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Alors, je dois dire que je suis assez surpris par ce titre, parce que c'est Mme von der Leyen qui a fait littéralement un coup d'État, puisqu'elle multiplie les prises de position internationales au-delà de tout mandat qu'elle a reçu comme présidente de la Commission. Mais là aussi, avec Mme von der Leyen, c'est le coup d'État américain permanent sur l'Union européenne. Et au fond, l'idée, c'est l'Ukraine, elle est en train sans doute de perdre la guerre, en tout cas de ne pas la gagner. Et donc, il va falloir qu'elle accepte... Elle est en ruine, accessoirement. Elle est en ruine. Et donc, on essaye de lui dire, on va quand même vous faire rentrer dans l'Union européenne, alors qu'elle ne répond à aucun des critères en termes de lutte contre la corruption, par exemple, ou en termes de niveau de vie et de développement économique. Petit coup de chapeau, un coup de chapeau à l'association Némésis. On en parle souvent. Oui. Alice Ce sont des jeunes femmes courageuses. Et le courage exactement. est rare. Et le courage est rare. Et dans les sociétés faibles, on trouve davantage le courage chez les femmes que chez les hommes. Et en tout cas, le courage est attaqué parce que il y a quelques semaines, quelques jours, leur compte PayPal était bloqué. Et là, désormais, c'est leur banque, leur compte bancaire. La banque, pour ne rien vous cacher, il s'agit du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel qui, il y a un mois, avait fait exactement la même chose à Brésinfo. Brésinfo que vous connaissez sans doute bien, chers téléspectateurs, si vous nous suivez sur Immédiat et si vous suivez TV Liberté. Mathieu Bock-Côté, il faut le noter, a produit un très bel édito sur CNews pour la défense des associations de droite. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre. C'est précisément le jour où sort le nouveau livre de Mathieu Bock-Côté, qui s'appelle « Le totalitarisme sans le goulag » et qui, je crois, pose un problème absolument fondamental, qui est celui des libertés telles qu'elles sont aujourd'hui menacées par
la dictature politiquement correcte, la dictature diversitaire. Et moi, je donne un coup de chapeau à Mathieu Bock-Côté et je vous invite vivement à vous procurer et à faire connaître ce livre. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, avant de se quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous n'êtes pas encore assez nombreux à le faire. Laissez-nous également un commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine, sans difficulté, avec le portrait piquant juste avant de se quitter, qui est consacré à Guillaume Meurice. Alors là, on est en plein dans l'actualité, là. En plein dans l'actualité. Bravo à Claude Cholet et à Logim. Vous allez voir, ce sera peut-être même plus drôle que les blagues de Guillaume Meurice. Merci à tous d'être fidèles au rendez-vous. On se dit à très vite sur TVL. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté de l'humour autorisé et gauchiste de France Inter avec Guillaume Meurice. Il s'est fait connaître par des micro-trottoirs où les blagues sont aussi adolescentes que les idées politiques qui les sous-tendent. Du haut de sa chair de bouffon, il ironise, avec un sourire en coin, sur le bon sens populaire et sur les Français en général, un peu à la manière de Charlie Hebdo, sa matrice idéologique. Né en 1981 dans la banlieue de Dijon, père cheminot, mère au foyer, après un baccalauréat scientifique, il obtient, selon ses dires en trichant, un DUT de gestion à Besançon. À l'issue de la première année, il est de nouveau exclu de l'IEP d'Aix-en-Provence pour avoir triché lors des examens. Il monte à Paris l'année suivante pour entamer une carrière théâtrale. Études au cours Florent, petit boulot pour vivre, caissier, agent de banque ou encore vendeur de sapins de Noël. Quelques années difficiles dans les cafés-théâtres et en 2010, une première incursion à la télévision sur France 5. Mais c'est en 2012, dans l'émission de Frédéric Lopez, On va tous y passer sur Inter, qu'il fait véritablement ses grands débuts. Repéré par Alex Vizorek, il intègre la bande de l'émission humoristique Si tu écoutes, j'annule tout, qui changera plusieurs fois de nom par la suite, animée par Charline Van Honecker. Sa chronique, Le Moment Meurice, est un micro-trottoir où il tourne en dérision l'homme de la rue, en particulier lorsque celui-ci dévie du canon idéologique en cours à France Inter. Il ne diffuse jamais l'enregistrement complet de son micro-trottoir, mais des extraits isolés sur lesquels il rebondit avec des saillies plus ou moins dramatiques, faisant pouffer ses confrères. Il poursuit en parallèle sa carrière sur les planches avec ses spectacles, Meurice 2022 puis Meurice 2027. En 2017, il vote au premier tour Mélenchon et Macron au second, dit-il, sans se boucher le nez. Il affirme à Libération qu'il n'est pas militant et qu'il n'a jamais été encarté. Grand habitué de la fête de l'humanité, il présente sa candidature humoristique à l'élection présidentielle de 2022 et reçoit 6 parrainages d'élus. Pascal Praud s'interroge à son sujet en décembre 2020, je cite « On a vraiment le droit de dire « tous les policiers sont des bâtards » par quelqu'un qui est payé par nos impôts ». Sur le même sujet, laissons le mot de la fin à un autre comique, Cyril Hanouna, le 4 novembre 2022, je cite « J'aimerais bien savoir ce qu'ils font, les bobos de France Inter comme Sophia Aram et Guillaume Meurice, etc., qui sont toute la journée en train de boire des cafés au Café de Flore. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font pour les autres, parce que c'est nous qui les payons, avec nos impôts, cette bande d'abrutis de France Inter. Ils nous mettent dans la gueule toute la journée et ne font rien pour les autres. » Fin de citation. C'est un peu vulgaire, je l'avoue, mais ce n'est pas si mal vu.